Chère professeure, Madame la rectrice, vous avez été membre du CTS Sciences et Techniques de l'ingénieur du CAMES pendant 7 ans. Vous avez aussi été directrice de la recherche et de l'innovation et présidente de la commission institutionnelle d'évaluation des dossiers CCI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous avez aussi été admise au grade de chevalier de l'Ordre national des palmes académiques du CAMES. Vous êtes donc souvent désigné par vos pairs dans les grandes instances de décision du monde académique et scientifique, et pour la qualité de vos travaux. Pourtant, on déplore souvent la non-représentativité des femmes dans les grandes instances de décision et dans les groupes de recherche. Pouvez-vous, chère professeure, Madame la rectrice, partager avec nous ce qui vous aide à dépasser cet état de défi? Pouvez-vous nous aider à comprendre vos différentes orientations et spécialisations ainsi que vos différentes prises de responsabilité? Là, ce serait surtout au niveau des responsabilités parce qu'on a un peu mieux compris vos orientations scientifiques, mais davantage comprendre les différentes prises de responsabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez parlé de mon parcours là de recherche. Voilà. Et je vais revenir un peu là-dessus. Pour le CAMES, la première fois que j'étais membre du CAMES, je ne m'y attendais pas. J'ai été cooptée. Cooptée parce que je faisais partie de la première cohorte des professeurs en sciences et techniques de l'ingénieur, parce qu'avant, c'était les CTS, maths, physique, chimie. Les ingénieurs n'avaient pas de CTS. La première fois, j'ai été cooptée. Et après, il fallait que le Sénégal organise des élections pour les représentants. C'est là où, avec le collègue Claude Lichou, nous étions représentants du Sénégal dans ce CTS pendant deux mandats de 3 ans qu'on a représenté le Sénégal. Ça a été palpitant parce qu'il fallait défendre son pays pour avoir de bons résultats. Et même dans ce CTS-là, Claude peut le confirmer, pendant 4 ans ou 5 ans, j'étais la seule femme. C'est après qu'on a eu une jeune collègue du Mali qui est venue rejoindre donc le CTS maths physique, le CTS sciences de l'ingénieur. Pour dire, les femmes ont peut-être des responsabilités, mais ça dépend de la matière scientifique qu'on a choisie dès le départ. Parce qu'il y a beaucoup de femmes scientifiques, hein, parce qu'il n'y a pas que les sciences dures. Il y a les sciences expérimentales où on trouve des femmes, les sciences naturelles et tout ça. Mais c'est dans le génie, c'est-à-dire les ingénieurs, où on trouve très peu de femmes. Et c'est là où on doit vraiment s'assumer et assurer. Pour donner le bon exemple, pour les générations futures qui vont venir pour voir que nous, on pourra faire quelque chose. Là également, toujours dans le cadre du CAMES, il y a eu des évolutions. Toujours dans le cadre de la qualité du CAMES, ils avaient demandé à tous les pays et de mettre de toutes les universités des commissions institutionnelles. Et là, j'ai été désigné par le recteur, l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop, vu mon expérience vécue dans le CAMES pour diriger cette commission. J'avoue que ça n'a pas été facile. Cette fois-ci, j'avais rencontré quelques difficultés avec quelques collègues. Mais j'ai vite dépassé, parce qu'on y reviendra peut-être dans les questions. C'est quelque chose que je transcende et ça s'est très bien passé, parce que ce n'est pas facile d'arrêter des collègues qui devaient aller au CAMES. Vous leur dites, vous ne partez pas parce que votre dossier n'est pas correct. Mais j'avais fait de mon mieux pour avoir de bons résultats encore au Sénégal. Voilà. Sur le plan scientifique, vous êtes auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages et publications dans des revues scientifiques à diffusion internationale. Vous êtes aussi membre de comités d'édition de revues scientifiques
membre de plusieurs sociétés savantes, dont la Société ouest-africaine de chimie, section Sénégal, pour laquelle vous avez été présidente en 2017. Vous avez été vice-présidente du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation et la technologie des éditions 2010, 2015 et 2019. Présidente de la commission scientifique du Salon africain de la recherche et de l'innovation du Sénégal, SARIS, des 2e et 4e éditions. Conseiller technique au ministère en charge de l'environnement au Sénégal de 2007 à 2012. Depuis 2002, vous avez dirigé le laboratoire d'analyse et d'essai de l'École supérieure polytechnique, qui est un laboratoire qui est agréé par la direction de l'environnement pour le contrôle des rejets industriels, par la CGS, par le bureau Veritas et bien d'autres. Cher professeur Kodomar Diop, pouvez-vous nous parler du laboratoire que vous avez dirigé, des travaux que vous y avez menés, des liens entre ces travaux, de vos principaux résultats et de vos défis relevés et en suspens? Je vous laisse peut-être d'abord avec cette question où je pose tout et je reviens. Oui. Vous faites de la recherche et managez des structures de recherche dans ce monde professionnel. Est-ce que les relations de travail avec les hommes et les femmes sont pareilles? Sinon, quelles sont les différences que vous pouvez noter? Vous êtes toujours dans l'innovation et dans l'action. Quelle réponse avez-vous apporté à la pandémie actuelle? Là, c'est vrai que ça paraît bizarre. J'étais en même temps responsable de 2 laboratoires. Un laboratoire d'expertise qu'on appelle le laboratoire d'analyse et d'essai, et il y a le laboratoire de recherche. Pourquoi j'ai dirigé ces 2 entités en même temps? C'était face à face. Donc le laboratoire d'analyse et d'essai, comme vous l'avez si bien dit, agréé par plusieurs sociétés de surveillance de la place. C'est un laboratoire qui fait de l'expertise, donc qui suit les industriels dans le domaine de la qualité. Dans le domaine de la qualité, parce que nous étions dans une démarche 17025. Et dans ce labo, toutes les prestations étaient payantes. Donc nous n'attendons pas le financement de l'État pour acheter du matériel. Il y avait du matériel de pointe dans le laboratoire. Ce qui m'a permis, vraiment dans le laboratoire en face où j'avais des chercheurs, d'utiliser ces appareils-là pour avancer en recherche. Et j'avais plusieurs équipes. J'avais une équipe en eau et environnement et une équipe en agroalimentaire. Ce qui a valu plusieurs publications. Parce que si je n'avais pas encadré tous ces étudiants, je ne pourrais pas avoir donc toutes ces publications. C'est parce que j'avais une bonne base, une bonne équipe de chercheurs. Et ces chercheurs, en publiant, bien sûr, j'étais sur la liste, évidemment. Et ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que j'ai préparé la relève. Parce qu'en quittant le labo pour être recteur, j'ai laissé au moins 2 professeurs titulaires, 5 maîtres de conférence et 4 maîtres assistants. Sans compter les jeunes doctorants que je suis jusqu'à présent. Ils n'ont pas encore soutenu. Dans tous les domaines variés, hein, parce que c'était la pluridisciplinarité au niveau de notre laboratoire. Ce laboratoire, quand même, m'a donné beaucoup de satisfaction. Ce qui restait à faire, c'était l'accréditation. Parce qu'il fallait accréditer le laboratoire d'analyse et d'essai. Je ne suis jamais parvenu. Parvenu pourquoi? Parce que c'est les conditions qui sont posées par la 17025 que je ne pouvais pas. Une principale condition, c'était que le laboratoire soit autonome. Ce n'était pas possible parce que j'étais dans une université. Et dans une université, il y a l'orthodoxie et la déontologie. Le laboratoire fait partie d'un département qui fait partie de la direction.
Donc, ce que voulait cette norme-là, je ne pourrais pas l'avoir. Peut-être qu'ils sont en train de faire des efforts, parce que les gens que j'ai laissés au laboratoire d'analyse, ils font tout pour que je vois, que je sois vivante quand le laboratoire va être accrédité 17 025. Mais le management est là. Le management de la qualité, il reste juste l'accréditation. Ça, c'était un problème en suspens que je n'ai pas résolu. Mais sinon, au niveau de la recherche, de manière générale, un chercheur ne part jamais à la retraite. Un chercheur est là. Il doit aider les jeunes collègues à d'abord réussir leur carrière pour prendre la relève, mais également faire de la recherche, appliquer ce que j'ai toujours fait. J'ai jamais fait de la recherche fondamentale, ou très peu. La recherche appliquée pour vraiment servir mon pays. La recherche appliquée dans le domaine de l'eau, peut-être les étudiantes vont y revenir, dans le domaine de l'agroalimentaire, pour essayer de récupérer les fruits et légumes qui sont en train d'être, qui ne sont pas traités, pour les valoriser et les mettre sur le marché pour la consommation. Donc, du point de vue recherche, il y en a tellement à dire que l'entretien ne pourra pas suffire. C'est la notoriété. La notoriété qui fait que vous êtes désigné comme revieweur de quelques journaux. C'est vrai que quand on est chercheur, ce n'est pas uniquement le Sénégal, mais parce qu'on est connu du point de vue international. Parce que les articles, ça sert à ça. Quand on tire un thème là, qu'on voit le nom qui revient, on se dit que celui-là, c'est un expert. Ce qui fait que je n'intervenais pas uniquement au niveau du Sénégal. Je suis intervenu également au Congo-Brazzaville, dans le domaine de l'eau, parce qu'ils avaient des problèmes d'eau au niveau de Congo-Brazzaville. J'étais prise comme expert. Au niveau du Sénégal, pour faire le plan stratégique de l'eau, la qualité de l'eau au Sénégal, là aussi, je faisais partie des experts. Experts, non pas désignés par le Sénégal, mais par les Canadiens, bizarrement. C'est les Canadiens qui m'ont pris comme experts pour me dire de les représenter dans la stratégie de l'eau au Sénégal. Donc la recherche, c'est ça. La recherche, quand on fait de la recherche, il faut aimer. Si on n'aime pas, on ne fait pas de la recherche. Mais c'est vraiment... je suis passionné quand je parle de recherche, parce qu'on découvre, à chaque fois on découvre, et quand on découvre, ça vous rajeunit. Et on a du plaisir de trouver pour son pays. Peut-être qu'avec le domaine de l'eau, on va y revenir, mais c'est un plaisir immense de voir des villages, avoir de l'eau potable, alors qu'avant, ils avaient des difficultés, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau. Ce plaisir, ce n'est pas un salaire, ce n'est pas de l'argent, c'est une satisfaction morale pour son pays. C'est pourquoi j'ai toujours aimé faire la recherche appliquée. Parce qu'une fois on est parti dans la région du Saloum, là, les îles du Saloum, je voyais les femmes dans les charrettes avec des bâches d'eau noires. Ils faisaient beaucoup de kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et pour me laver, j'ai vu que l'eau était salée. L'eau était salée. Pour boire, il fallait boire avec de l'eau en bouteille. J'ai demandé, il m'a dit, il n'y a pas d'eau potable ici. Ben, il fallait, de par les techniques membranaires, essayer de faire un dessalement. Donc, j'ai fait un dessalement par électrodialyse. Ensuite, j'ai fait un dessalement par... ça coûtait très cher parce qu'il y avait le courant, l'électricité. Donc, ce n'était pas rentable. Ensuite, j'ai fait un dessalement par osmose inverse. Pareil, les résultats étaient là, mais du point de vue coût de revient de l'eau, c'était encore très cher. Je me suis balancé dans la nanofiltration, parce que la nanofiltration, c'est rien d'autre que l'osmose inverse, mais à basse pression. Donc, si on dit basse pression, ça veut dire que le coût de l'électricité va baisser. Et on a trouvé des résultats palpables. Jusqu'au jour où j'étais encore dans mon labo, j'ai rien cherché, des Belges sont venus me demander. C'est vous, Codemar? Je me suis présenté. Effectivement, on voulait dessaler le bassin arachidier. Ah ben j'ai dit, il y a les résultats de mes recherches, là vous pouvez les utiliser, parce que c'est déjà publié. Ils ont dit non. On a vu que vous avez travaillé avec les techniques membranaires,
nous voulons un autre type de traitement reproductible par les villages et qu'il y ait un transfert de technologie par des matériaux de chez nous, pas des techniques importées. Donc c'est là où j'ai commencé le dessalement par les matériaux de chez nous. J'ai commencé par de l'argile, ensuite du bois que j'ai calciné, ensuite les gypses, c'est-à-dire du calcaire là, qui sont dans la région de Thiès. Tout ça, ça a donné des résultats. Après, on s'est dit, toute l'équipe a dit, mais attention, ce problème-là d'eau salée est en même temps fluorée. Et on voit que ces gens de la région ont des dents tout rouges et ils ont des problèmes. Donc, il faut essayer d'enlever le fluor en même temps. Et j'ai contacté le professeur Habib Sy de l'hôpital CTO et le docteur Yam de la faculté de pharmacie, parce que c'est un dentiste. Et on a fait une équipe pluridisciplinaire, où il y avait les dentistes, les Habib Sy, les gens qui travaillent les os, là, comment on les appelle encore, le professeur Habib Sy, et moi-même pour le traitement. Avec mon équipe, nous avons fait un dimensionnement, parce qu'on s'est dit, c'est les os qui vont absorber le fluor pour amener toutes ces maladies-là. Si on enlève le fluor, il y a possibilité de le faire par les os, par os, hein, par les os. C'est comme ça qu'on a pris les omoplates de vache, qu'on a calciné, broyé, tamisé, faire un dimensionnement avec une certaine granulométrie. Et on a dimensionné les batchs, un système batch, pour mettre l'eau. Et résultat, ça a marché. Tout le fluor est resté sur les eaux et on a eu de l'eau potable. On a fait le transfert de technologie dans les villages des îles du Saloum. Mieux, nous, on a enlevé le fluor et le sel. Mais après le résultat, il y a un reportage très important là-dessus. Les villageois ou les femmes nous ont dit, en plus d'enlever le fluor, il y avait du calcium et ils se sentaient en forme en buvant cette eau-là. C'est après que les médecins nous ont dit, parce qu'on a ajouté du calcium en plus, l'eau avait un très bon goût et ils avaient du tonus en prenant l'eau. Et c'était un plaisir là également de satisfaire ce problème des femmes du fluor. Et on en a reparlé dans le plan stratégique de l'eau, la qualité de l'eau au Sénégal. Voilà. Donc ça, je tenais vraiment à dire que ça nous avait pris de court et en équipe pluridisciplinaire, nous avons réglé ce problème-là. J'ai été présidente de la section Soachim Sénégal. La Soachim, c'est une société ouest-africaine de chimie très bien organisée. Donc, j'y ai cru. En tant que jeune assistante, j'y ai cru. Et je me suis battue avec plusieurs collègues et des collègues femmes. Je noterai deux, Mama Zahro et Aminata Diassessar. Nous nous sommes battus et nous avons mis sur pied la section Sénégal avec des professeurs malheureusement qui ont disparu, qui nous ont aidés, qui nous ont poussés à faire vivre cette section du Sénégal. Jusqu'à présent, la Soachim est la société ouest-africaine la mieux organisée au niveau de la sous-région. Ça marche très bien. Tous les ans, il y a une rencontre des jeunes chercheurs qui viennent pour exposer leurs résultats de recherche. Aussi, c'est une satisfaction morale en tant que précurseur de cette société ouest-africaine de la chimie. Ensuite, les organisations de salons de l'innovation, du SARIS, mais parce que j'ai été désignée par les ministres qui sont là pour que je sois vice-présidente. Je n'ai pas demandé. C'est peut-être qu'en regardant les CV, en écoutant à droite et à gauche les gens intervenir,
qui se disent góor baax na jigéen baax na. Donc c'est là qu'ils m'ont choisi pour être vice-présidente, tantôt pour le prix du président pour l'innovation et la technologie. En parenthèse, le dernier n'a toujours pas été donné. Ensuite, pour le SARIS, le salon de la recherche également appliquée au niveau de l'ANSRA, j'ai été toujours la présidente de la commission scientifique. Ça me fait un plaisir de participer dans ces activités, toujours pour que mon pays soit très bien vu. Je tiens à mon pays et je sais à la visibilité de mon pays et de la recherche qui est faite au niveau du Sénégal. Bon, la pandémie, en tant que toute femme, je surveillais parce que dans les universités, il y avait des commissions, les commissions qui étaient mises sur place pour cette pandémie. J'ai essayé de suivre de très près la commission pour essayer de surmonter cette crise qui était très dure. Déjà, nous n'avons pas au niveau pédagogique eu beaucoup de problèmes parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas l'UVS, mais au départ, l'UAM avait démarré avec un système bimodal. Donc, nous avons continué dans ce système-là et je touche du bois. Nous n'avons pas beaucoup de difficultés parce que nous continuons à respecter les mesures barrières, la distanciation physique. Le reste, on le laisse entre les mains du bon Dieu. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'est vraiment très, très clair. Professeur, vous avez répondu presque à toutes les questions et c'est vrai qu'on sent votre passion quand vous parlez et ça fait plaisir. Et voilà les raisons pour lesquelles on tenait à s'entretenir avec des femmes de votre envergure parce que quand les jeunes vont regarder ça, c'est sûr que ça va faire un effet et ça va les pousser à se dépasser et à emprunter ces voies-là. Donc on voit que vous intervenez beaucoup dans la promotion des sciences parce que tous ces salons dans lesquels vous participez aussi, ça participe à la promotion des sciences. Peut-être juste, mais on pourra y revenir si vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant, mais est-ce que vous avez les mêmes relations de travail avec les femmes qu'avec les hommes? Oui, j'ai les mêmes relations de travail parce que c'est peut-être mon tempérament. C'est une question de tempérament. J'ai eu quelques difficultés parce que j'ai été chef de département génie chimique et biologie appliquée de l'ENSUD, ce qu'on a oublié de dire. Quand j'étais chef de département, il y avait quelques difficultés. Et il y a un collègue, je crois que c'est ce jour-là que tout est arrêté. Parce qu'un collègue, j'avais remarqué à chaque fois qu'il m'écrivait, il mettait à monsieur le chef de département. Je l'ai appelé dans mon bureau pour lui dire, mais moi, je n'ai pas compris. C'est un lapsus ou quoi? À chaque fois, vous m'écrivez, vous mettez à monsieur le chef de département. Il m'a dit, les yeux dans les yeux, votre place n'est pas ici. Je lui ai répondu que heureusement que vous n'êtes pas au Canada, parce que vous serez coffré 1 heure de temps après. Moi, je n'ai pas de distinction de... C'est un tempérament. Il faut assurer et assumer. Je ne laisse aucun homme me piétiner. Ça, il faut que ce soit clair. Et ce que je dis aux jeunes là, c'est une question de tempérament. Moi, je ne fais pas de relation entre hommes et femmes. Je crois peut-être pas, mais pour moi, je les vois tous comme des hommes, les femmes. Une femme qui ne fait pas son travail correctement, je lui dis, vous ne faites pas votre travail correctement et vous nous faites honte, nous les femmes. Parce que si on veut vraiment prouver, il faut qu'on enlève ce truc-là, qu'on se comporte comme un homme avec grand H. Point. Voilà. Donc, je n'ai vraiment pas de problème avec. Je m'entends très bien avec les collègues. Mais encore une fois, aux jeunes, tout dépend de votre tempérament. C'est très important. Il faut être quelquefois audacieux. Il faut être audacieux. Il faut avoir de l'ambition, mais il ne faut pas avoir de la prétention.